Bon, sans toutefois tarder, donc nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une heatmap de corrélation, comment réaliser une heatmap de A à Z. Donc, on va voir les différentes étapes, comment est-ce qu'on peut utiliser un jeu de données, quelles sont les étapes pour pouvoir aboutir à une heatmap de corrélation. Nous allons également voir comment réaliser un nuage de points en montrant comment est-ce qu'on peut réaliser le nuage de points jusqu'à tracer la, la, la droite au-dessus, la droite qui permet de montrer si ça, si, bon, je veux dire quoi. Bon, on va voir cela étape par étape. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer premièrement par la heatmap de corrélation. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou bien on continue directement avec la présentation. Ok. Bon, les autres, vous ne dites rien. Il faut parler, non, pour qu'on puisse connaître le niveau où vous êtes et pour qu'on puisse également avancer. Ok. Bon, il y a Monsieur Daïba, Madame Larissa, Monsieur Roli. Je ne sais pas si c'est bon chez vous. Ok. Et Madame Larissa et Monsieur Roli. Bon, voici mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Monsieur Roli, est-ce que vous voyez très bien mon écran? Ok. Donc, on va commencer. Voilà l'ensemble des graphiques qu'on a réalisé hier. Donc, ici, on a réalisé un box plot. Ici, on a réalisé, par exemple, bon, c'est toujours le box plot. Ici, on a réalisé un pie chart à ce niveau. Ici. Donc, ici, ce que nous on fait, c'est que on prend une méthodologie, on développe la méthodologie du début jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle, par exemple, de pie chart, on montre d'abord comment est-ce qu'on commence le pie chart, comment est-ce qu'on ajoute des informations au fur et à mesure jusqu'à avoir un graphique de la sorte. Donc, on montre les étapes. Donc, c'est un truc itératif. Ça suit plusieurs étapes pour pouvoir aboutir à un résultat. Mais que ce soit le bar chart ou bien un histogramme, on montre étape par étape, comment faire pour aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler de la heatmap de corrélation. Donc, on fait souvent la heatmap de corrélation pour faire quoi? Pour montrer, par exemple, s'il y a des variables qui expriment par exemple les mêmes informations dans un jeu de données. Quand je parle de mêmes informations dans un jeu de données, ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que si j'ai par exemple la variable, une variable, supposons âge, qui est fortement corrélée par exemple au mois, par exemple, ça veut dire que ces deux variables-là expriment la même information. Et quand ces deux variables expriment la même information, ça veut dire que on doit, là-bas, il y a dans un cadre de projet un peu plus évolué, lorsqu'on parle par exemple de machine learning, à ce niveau-là, on doit chercher maintenant à supprimer
l'une de ces deux variables parce que les deux variables-là expriment tout simplement la même information. Mais dans le cadre de cet exercice, nous allons juste réaliser une heatmap de corrélation. Donc, sans toutefois tarder, on va montrer pas à pas comment est-ce qu'on réalise la heatmap de corrélation. Bon, pour réaliser une heatmap de corrélation, ce qui se passe, c'est que on veut réaliser la heatmap de corrélation sur quel type de variables? Les variables numériques. Lorsqu'on a transformé nos données, le deuxième jour de la formation, ce sont les variables qui étaient encodées sous forme de DBL. Donc, quand on voit DBL, ça renvoie aux variables de type numérique. Donc, si je viens par exemple ici, étape là, bon, je crée le chunk, CTRL Alt I, tout simplement. Je fais glmc, de données par exemple. Quand je valide. OK. Donc, voici ce qu'on a fait le premier jour. Ceci correspondait à ce qu'on appelle une variable qualitative. Qualitative, 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 qualitative. Ça, c'est une variable de type date. Donc là, c'est quand on va parler, par exemple, des séries temporelles. Donc, quand on parle des séries temporelles, on transforme ces variables. Donc, parce que lorsqu'on importe un jeu de données, ces variables sont souvent encodées sous forme de chaîne de caractères CHR. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut manipuler, par exemple, des dates, on est obligé de transformer ces variables-là de type date, ces variables-là en format de type date pour pouvoir faciliter leur manipulation et peut-être plus tard voir peut-être s'il y a eu une évolution au fil du temps, calculer par exemple la saisonnalité, ainsi de suite. Donc, à ce niveau-ci, on voit quoi? Ça, c'est une variable quantitative. Donc, quand on voit DBL, ça renvoie à une variable quantitative. Bon, entre-temps, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, c'est mieux qu'il le demande ou bien le micro est ouvert, il peut tout simplement parler et là, on va voir si nous tous nous sommes au même niveau. Donc, à ce niveau, donc, lorsque c'est DBL, ça renvoie directement à une variable quantitative. Lorsque c'est FCT, avec la transformation qu'on a fait au début, ça renvoie directement à une variable qualitative. Et ceci correspond à une variable de type date. À côté de cette variable de type date-là, on a également une autre variable ici en bas, ce qu'on a appelé quoi? Ce qu'on a appelé point. Donc, quand on voit point, ça renvoie aux coordonnées géographiques. Donc, quand on voit coordonnées géographiques, c'est une variable spatiale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des variables spatiales pour pouvoir réaliser, par exemple, des cartes. Donc à travers cette variable, c'est la géométrie, on peut réaliser des cartes, parfois même réaliser des cartes interactives où au fur et à mesure que l'on doit par exemple cliquer sur une position, on va voir par exemple l'ensemble par exemple des maisons qui se trouvent à cette position-là, voir par exemple l'affluence qui se trouve à cette position-là pour voir si les maisons sont entassées, pour voir par exemple si à ce niveau, on rencontre par exemple un coup d'eau, si par exemple on rencontre autant de choses. Donc tout cela, c'est à travers la transformation des variables de type DBL, parce qu'à ce niveau-ci, on a quoi? Ici, on a la longitude, la latitude, longitude, latitude. Au départ, on avait quoi? Au départ, on avait une variable longitude, une autre variable latitude qui était encodée sous forme DBL. Donc, quand je parle de DBL, ça renvoie aux variables quantitatives, bien sûr. Mais maintenant, une fois que l'on a constaté que ces variables étaient de nature quantitative et qu'il fallait les transformer pour pouvoir avoir des variables qui sont sous forme de coordonnées géographiques pour pouvoir réaliser des cartes. C'est pour cette raison-là que nous avons transformé cela en utilisant la fonction SF, le package SF pour pouvoir transformer cela et avoir ceci. Donc ça, c'est l'étape qu'on a utilisée pour pouvoir transformer notre jeu de données. Maintenant, nous souhaitons réaliser une heatmap de corrélation. Qui dit heatmap de corrélation dit qu'on aura affaire aux variables quantitatives. Et qui dit variable quantitative ici fait référence aux variables de type DBL.
DBL. Donc ça, ce sont les noms des variables. Ceci-là correspond au type de variable tout simplement. Donc région, c'est un type quoi? FCT pour dire facteur. Donc ça, c'est une variable qualitative. Ceci, c'est une variable de type date. Ceci, c'est une variable de type quoi? Qualitative. Ceci, c'est une variable de type quantitative. Bon, on va commencer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sélectionner l'ensemble des variables de type quantitative. Donc, titre de niveau, je vais mettre le outline, c'était quoi? Bon, je vais mettre quelque chose comme ça. Titre de niveau 2, supposons. Je vais mettre réalisation de la bitmap de corrélation. J'ai dit que le micro était ouvert, donc si quelqu'un a une question, c'est mieux de poser directement la question pour qu'on puisse avancer. On crée le chunk, CTRL-ALT-I tout simplement. Donc à l'intérieur de notre chunk, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner uniquement des variables qui sont de nature quantitative. Donc on vient là, on met quoi? On va appeler ça par exemple DF tout simplement. On fait Alt 6 tout simplement. Et notre jeu de données dans lequel nous on travaille, c'est quoi? C'est données. Tout simplement. Une fois qu'on a saisi les données, on crée le pipe, CTRL SHIFT M tout simplement. On revient là à la ligne. On fait la fonction select. Donc la fonction select va nous permettre de sélectionner l'ensemble des colonnes sur lesquelles on va travailler. Donc on fait le select, on fait where. Ça c'est une autre commande que on va parler aujourd'hui. Where is .na. Where is non, where is point numérique, autant pour moi, c'est pas NA, parce que quand je mets NA là, ça me donne, ça c'est censé sélectionner uniquement des variables de ce type là. Non, en fait, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Il est encore dans le document. Ok. Qu'est-ce que c'est écrit in select in argument where is where numérique? Ok. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce niveau-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné uniquement les variables de type numérique. Si on vient là, la fonction GLMC, on va juste appliquer la fonction GLMC pour voir si l'ensemble des variables qu'on a sélectionnées sont sous forme numérique. Pour faire cela, on crée juste le chunk, on fait juste quoi? GLMC de la nouvelle du nouveau data frame qu'on vient de créer, qui est quoi? DF, tout simplement. Donc, quand on fait cela, on exécute. Bon, quand on exécute cela, on se rend compte que quoi? Que l'ensemble des variables qui ont été importées étaient sous forme de DBL. Nous allons le vérifier. Ici, on a quoi? DBL, 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 ainsi de suite. Sauf que, on se rend compte que quoi? On se rend compte que la colonne, la colonne géométrie n'est pas sous forme DBL. Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas passé comme on le souhaitait?
Cela ne s'est pas passé comme on le souhaitait parce qu'au départ, lorsqu'au niveau de cette colonne, c'était reconnu sous forme de DBL parce que là, c'était deux colonnes qui étaient sous forme de quoi? Longitude et latitude. Et c'est une fois après avoir utilisé le package SF que nous avons plutôt obtenu des points de coordonnées GPS, longitude et latitude directement englobés dans une seule variable qui est quoi? Géométrique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on cherche là présentement à réaliser notre heatmap de corrélation, ça ne va pas marcher parce que le logiciel va reconnaître directement ceci là comme ne faisant pas, comme n'étant pas une variable de type numérique. Et là, ce sera un problème. Donc à ce niveau, ce qu'il faut faire maintenant, c'est on va d'abord chercher à supprimer cette colonne-ci là de notre jeu de données. Donc, pour le faire, ce qui se passe, c'est que on va juste venir là. Bon, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. On n'a même pas encore vraiment commencé. Et puis le temps de tout ça, on se concentre sur le risque là. Je suis pas. C'est bon chez tout le monde. Je ne veux pas dire que quand même ça, je me concentre quand même sur ça et quand même le travail. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Okay. Monsieur Frédéric, c'est bon chez vous? Madame Larissa, c'est bon chez vous? Ok, bon, voilà ce qu'on a fait. À ce niveau, on a juste sélectionné l'ensemble des variables de type numérique, et pas de type numérique, là, ça renvoie aux variables de type quantitative, donc DBL, dans notre jeu de données, quoi, données. Parce qu'à ce niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un nouveau jeu de données, ce qu'on va appeler ici un data frame. On a créé un nouveau data frame. Et à l'intérieur de ce data frame-là, on s'est servi du jeu de données qui existait déjà pour pouvoir sélectionner uniquement l'ensemble des colonnes qui sont sous forme numérique. Et là, on fait juste la fonction glm6 là pour voir la variable accompagnée du type de variable directement à côté. Bon, souvent, ça vient parce que le système de. Comment c'est jamais? On dit là, Hier, quel est le. Bon, qu'est-ce qui est écrit dans votre environnement? À ce niveau. Non, je parle de l'environnement. À ce niveau. Environnement, c'est qu'est-ce qui est écrit ici en bas? Le données que vous avez écrit là, c'est avec deux E. Bon, je ne sais pas trop. Ça doit être un problème de data frame chez vous. Il faut regarder si, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que il faut, voyons voir. Ok. Regardez le dernier graphique que nous avons réalisé hier et prenez juste le nom qui est à ce niveau. Si c'est donné chez vous, c'est que ça va marcher forcément.
C'est comme tout là. Comme tu dis dans ma tête, tout compris. En fait, Si c'est bon ce qu'on va continuer. Ah, ok. Ok, le problème c'est à ce niveau. Regardez bien le is point numérique. Si là, à côté de numérique, il n'y a pas le truc là, la parenthèse. Il n'y a pas ça. Donc, parce que quand vous écrivez is point numérique, regardez bien ce qui est écrit. Regardez bien la fin si chez moi. Oui, uniquement deux. clique là. Je peux savoir que je suis arrivé dessus. Je suis content. Impossible de trouver le pipe. Et moi, et quand j'utilise à tête d'avoir un petit haut là, tu vois, c'est pas pour moi. Hmm, pour- ok. Pour créer le pipe, c'est CTRL SHIFT M. C'est comme les Ok. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? c'est moi, là, c'est nous ça, le sang, le sang, le sang, là. Et le final, Oui, je vois. Est-ce que vous êtes, oui, vous êtes bien dans le projet? Sauf que, oui, je vois le problème erreur dans données. C'est là que vous pouvez trouver la solution. c'est moi, là. Ok. C'est moi, là. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout simplement réexécuter tout. Tu dis, il est plutôt. Oui, 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 exactement. Oui, run all. Parce que votre environnement est vide. Run all. Oui, all en bas. Voilà. Là, c'est bon, je te dis que c'est que Remontez tout simplement. Mais pourquoi ça ne change pas directement au jeu de données? Remontez un peu. Remontez. Un instant. Redescendez. C'est bon. Ok. C'est bon, c'est bon. Copiez un peu le données si vous partez coller en bas. Mais l'environnement, c'était censé montrer il y a quelque chose dans l'environnement. Je ne comprends pas pourquoi votre environnement est vide. Parce que ça met là oui, c'est que objet donné introuvable au niveau de l'environnement. Oui, remontez jusqu'en haut. Remontez complètement. Jusqu'au début là. Remontez. parce que Remontez, remontez. Remontez. Remontez.
Remonter. Et le CM, Ok. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va. Là, il y a un petit problème qui se pose bon, je n'ai pas encore au essayé. niveau de votre environnement parce que votre environnement est vide. On va rentrer au niveau du jour. Donc, nous sommes au jour. Rentrer un peu au niveau du jour Non, 4. non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le document quoi? Non, oui, il n'y a pas de problème. Rentrez au niveau du jour 4. Exactement, oui, cliquez là-bas. Et là-bas, Réexécutez tout ceci. ah oui, c'est maintenant le script, là, il y a la musique. Moi, je crois qu'il y a la musique. J'ai oublié. Patientez, remontez, remontez, remontez. Ce n'est pas arrivé jusqu'en bas, remontez. Remontez, Comme tu vois ça, remontez, remontez vers le haut, vers le haut. et dis non. Remontez tout simplement, ne descendez pas avec le curseur. Remontez. Non, remontez, ça n'a pas exécuté jusqu'en bas. Et ça, tu doubles encore là-bas, là. Ah, no such field on the directory. Ok, 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 ok. Bon, rentrez au niveau du projet. Non, le projet, C'est pas ça, les même la, documents. la chronique. Ok, vous êtes dans le projet. Cliquez un peu sur Data Row. Data Row, Data Row. Le fichier se trouve bel et bien. Oui. Appuyez encore, venez un peu charger le Tidyverse. Là où il y a Library Tidyverse. Non, dans le fichier, dans le jour 4, s'il a resté toujours dans le même jour. Venez juste là au niveau de importation des données dans RStudio. Vous chargez tout simplement le. Non, pas là-bas. Oui, vous avez exécuté le deployer. Oui, exécutez. Oui, en bas là, vous exécutez encore. Là où il y a le données, ceci, exécutez. Warning in field art, impossible d'ouvrir le fichier. Data row, locution Cameroun synthétique. No such field or directory. Ok. Je ne trouve pas le fichier dans l'environnement. Ok. Non, 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 ne faites pas ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ok, vous voyez formation R là en haut. Cliquez un peu juste à côté. Non, pas là-bas. Non, en haut d'environnement là. De environnement. Non, pas là-bas. En haut d'environnement. Comme si vous voulez faire, comme si vous voulez fermer complètement la page. Vous voyez? C'est juste là en haut, à côté des trois onglets qui permettent de réduire la page, fermer la page et agrandir la page de RStudio. Oui. Le nom du projet, c'était Formation R. Cliquez encore sur Formation R en bas là. Descendez. Descendez avec le curseur. Vous cliquez sur Formation R. Oui, cliquez là. OK. Appuyez sur Save Selected. OK.
Réexécuter tout ce qui se trouve dans le fichier du jour 4 encore. C'est que impossible de trouver quoi, la connexion. Ça, les bizarre, ça. Non, c'est pas ça que j'avais déjà vu. Objet donné introuvable. L'environnement est vide. Quand l'environnement est vide, ça veut dire qu'aucun fichier n'est chargé, ni aucun package n'est chargé, aucun fichier n'est chargé. Parce que s'il y avait au moins un fichier, c'est que ça devait se présenter dans l'environnement. Est-ce que vous avez nettoyé votre environnement? Même jusque-là, l'environnement ne devait pas être quand même comme ça. Allez un peu sur jour 3. Allez un peu au niveau de jour 3. Remontez jusqu'en haut là. On essaie encore de réexécuter. Ok. Ok. Là, c'est bon maintenant. Oui. Ok. Oui, allez à jour 4 maintenant. Relancez tout maintenant. Ok. C'est pas, bon, c'est pas grave. On va juste aller à jour 5. Allez à jour 5, vous exécutez tout simplement, ça va donner. Mais je ne sais pas pourquoi ça dérange à ce point. Ok. À jour 5, il y a un message d'erreur. La problème why computing asterisk object IMC introuvable. C'est à quel niveau? Euh, remonte. C'est quelle ligne? S'il vous plaît, qui a son micro allumé? J'ai le kit Bluetooth aux oreilles. Ça dérange un peu. Oui, remontez, remontez. Oui, c'est à ce niveau. Oui, c'est à ce niveau. Oui, c'est à ce niveau. Bon, pourquoi ça ne reconnaît pas ça? Ah, ok. Ça ne reconnaît pas ça parce que à ce niveau-ci, ce qu'on a utilisé, ça doit être le donné avec le donné, le deuxième donné, c'est le donné avec 3 E et non le donné avec S. Dans ce niveau, s'il a modifié effacer le S. Effacer le S d'abord. Ok. Exécuter. Initium. Problem why computer STD error. Hmm.
Ah, est-ce qu'on a vu la fonction? Bon, 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 bon. Ça, c'était une box plot. Bon, remontez un peu, remontez. Bon, redescendez. Redescendez encore. Patientez un peu. Patientez un peu. Remontez juste un peu. Remontez juste un peu. Ici, là, ici, là, c'est 2E. Non, ceci marche. C'est ce qui est en haut là qui ne marche pas. Bon, même si ça ne marche pas. Pourquoi? Mettez un peu 3E, on essaye. Parce que je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Oh, yes, ça a marché bien. Ingeum box plot problem why computer assets. Ça, ça c'est égal ou bien c'est moins. X, c'est X égal ou bien c'est X moins région. Je ne vois pas vraiment. Bon, 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 je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ce qu'on a fait hier, je pense que ça a pourtant très bien marché. Ouais. Ce qu'on a fait hier pourtant. 21 ou bien 24. Ah, ça devait à m'étonner. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça fait. D'accord, je vous en prie. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Ok. Ok. Si c'est bon, c'est qu'on va continuer. Je partage mon écran. Donc, quand on a fait la fonction chez l'MCC là, je disais tantôt qu'on se rend compte que l'ensemble de ces variables qui ont été sélectionnées sont des variables de type quantitative, c'est-à-dire des doubles, des variables de type double, des variables numériques non nulles. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que à ce niveau-ci là, une fois qu'on a sélectionné ceci, on se rend compte qu'il y a la variable ci là qui est reconnue comme une variable quantitative à ce niveau. Sauf que lors de la transformation, on a plutôt transformé cette variable-ci là en coordonnées géographiques. Ce qui veut dire que si on cherche à réaliser une heatmap de corrélation avec cette variable-ci là, ça ne va pas marcher. Raison pour laquelle on va d'abord chercher à supprimer directement cette variable-ci là parmi ces variables-ci là pour pouvoir mieux travailler. Donc, bon, je pense que j'ai partagé mon écran. Mon écran est partagé. D'accord. Donc, variable géométrie. Ouais, ça,
Non, vous n'êtes pas mal transformé, c'est le code qui refusait de donner là. Parce que dans les normes, on avait utilisé plusieurs étapes pour pouvoir aboutir au code directement. Ok, c'est pas grave, vous allez continuer juste à travailler avec, mais dans la mesure où peut-être vous serez en train de réexécuter l'ensemble des codes et que ça va marcher, au niveau de géométrie, il va falloir enlever directement géométrie là de notre jeu de données, puisque là, ça ne va pas nous donner vraiment l'information dont on a besoin à ce niveau-ci là, parce que la variable géométrie sera utilisée pour pouvoir faire une carte de la zone d'étude où de la zone où nous avons mené l'étude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à supprimer maintenant cette variable-ci, la géométrie, pour avoir uniquement des variables qui sont sous forme de DBS, c'est-à-dire des variables numériques non nulles. Donc, on vient là, on crée le chunk, tout simplement. Une fois qu'on a créé le chunk, on met quoi? On met DF par exemple 1, supposons. Alt 6 tout simplement. On met ST-drop. On met drop quoi? On met notre variable tout simplement drop. Géométrie tout simplement. Et on met quoi? La variable qu'on a utilisée, data frame qu'on a utilisé ici en haut, tout simplement. Oui, j'ai laissé juste comme ceci là. Je voulais juste que vous copiez le code pour qu'on puisse avancer. Non, vous n'allez pas exécuter ce code. Donc, pour ceux qui ont géométrie, à ce niveau-ci, là, la fonction-ci, sachant que on a utilisé la fonction quoi, sf-st-as pour pouvoir transformer l'ensemble des coordonnées, que ce soit GPS longitude et GPS latitude, en coordonnées géographiques en utilisant le package SF. C'est pour cette raison donc on vient toujours, si on utilise toujours la fonction st-drop-géométrie pour pouvoir supprimer la géométrie de notre jeu de données. Parce que si on utilise par exemple la fonction drop le nom de la colonne ou bien la fonction select moins le nom de la colonne, ça ne va pas marcher. Parce que là, on n'a pas utilisé juste une méthode classique, mais on s'est servi d'un package qui était le package SF et de la méthode st-sf- autant pour moi st-as pour pouvoir transformer l'ensemble des variables qui sont sous forme quoi de qui était sous forme de GPS, c'est-à-dire GPS encodé beaucoup plus en variables quantitatives pour pouvoir les transformer en variables quoi, en variables de type coordonnées géographiques, c'est-à-dire longitude et latitude directement encodées sous forme de vecteurs tout simplement. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Ok. Quand on fait cela, on exécute et on vérifie si cela a bel et bien été supprimé. Donc, on fait la gelée ici. On a nommé ça F1, simplement. C'est bon chez tout le monde.
Ok. On se rend compte que euh, la var... Qui a son micro allumé là? Non, ça dérange pas les oreilles. Ah, j'ai éteint. Bon, on se rend compte que à ce niveau-ci, on a 300 observations et 20 colonnes. Donc, on vérifie la qualité, c'est DBL, 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 DBL partout. On se rend compte que la variable géométrie a été supprimée de notre jeu de données. Ce qui veut dire que là, on peut facilement réaliser notre matrice de corrélation. On peut réaliser notre heatmap de corrélation. Dans la prochaine étape, autant pour moi, une fois que l'on a l'ensemble des variables quantitative. Quand il parle de quantitative, il fait référence aux variables de type numérique. Ce qui se passe, c'est que on va juste venir à ce niveau et on va juste venir à ce niveau et on va chercher à calculer la matrice de corrélation. Donc, pour le faire, on va créer le nouveau chunk. On va, bon, pour calculer la matrice de corrélation, on utilise la fonction core qui va permettre de faire cela. Donc, on va créer quelque chose où on va sauvegarder notre matrice. Alt 6 tout simplement la fonction core. C'est ça. À l'intérieur du corps, on a quoi? On a DF1 qui correspond à notre jeu de données. À l'intérieur de DF1, on a use égale j'espère que je ne trompe pas de la formule. Complete.obs. Bon. Ok, ça marche. Bon, voilà le code qu'il faut appliquer. Donc ici, on a créé quoi? On a créé un nouveau data frame où on a stocké le calcul de la matrice de corrélation. J'ai dit que la fonction core cela permettait de calculer la matrice de corrélation. Le use égale à complete.obs cela permettait d'ignorer les valeurs manquantes. Donc, s'il y a des valeurs manquantes, le use égale à complete.obs cela va permettre d'ignorer cela. Mais dans notre cas, nous n'avons pas de valeurs manquantes. J'ai juste mis ça pour que lors de vos analyses, vous sachiez directement que si vous avez des valeurs manquantes, c'est comme ceci qu'il faut gérer lorsqu'on veut réaliser, par exemple, une heatmap de corrélation. C'est bon chez tout le monde? D'accord. Ok. Si c'est bon maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer maintenant la matrice pour que ggplot puisse mieux la représenter. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord tracer notre graphique. Donc, en utilisant ggplot, tout en utilisant également d'autres, bon, tout en parlant néanmoins un peu du du tidyr autant pour moi. Donc, nous allons essayer d'utiliser quelques fonctions du tidyr pour pouvoir mieux représenter notre graphique qu'on sera en train de réaliser. Donc, on va commencer. Ok. Ouais, 6. Qu'est-ce que je fais comme ça?
Cormac, le pipe contre Shift M tout simplement. Je le mets, je mets AS, ouais, DF, AF, data.frame. Je mets le pipe contre Shift M tout simplement. Et après ça maintenant, parce que ça va me permettre de faire ça. Et après ça maintenant, je vais ramener cette colonne-là. Donc vu que ça va se présenter comme ceci, comme ceci, comme ceci. Bon. Avant d'arriver à cette étape, si je montrais à peu près comment la réalité, comment cela se passait, avant de parler maintenant de la méthode de pivot longue. Ok. Bon, avant d'écrire ceci, on va d'abord voir exactement ce qui s'est passé lorsqu'on a fait le corps égal à le corps match là. Donc on va appeler cela pour que vous voyez exactement ce qui s'est passé. On vient là. Donc, voici ce qui s'est passé. Ceci là, c'est la matrice de corrélation directement. Donc voilà ça. Voici comment ça se présente sans utiliser ggplot. Donc ça prend une variable à ce niveau-ci là. Ça calcule la matrice de corrélation pour toutes les autres ça calcule la corrélation pour toutes les autres variables. Donc voilà ça. Also size. Voici toutes les autres variables à ce niveau jusqu'à la fin. Ça fait pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième, pareil pour le suivant, pareil, ainsi de suite. Donc, ça calcule à peu près comme ceci. Sauf que quand c'est comme ceci, là, c'est touffu. C'est pas beau à voir. Donc, raison pour laquelle on va essayer de transformer ça en parlant un peu du tidyr qui va permettre de transformer parfois certaines choses de longueur en largeur et de largeur parfois en longueur en utilisant par exemple la fonction pivot de longueur et bien d'autres fonctions que nous n'allons pas parler durant cette formation. Donc, nous allons juste parler de pivot de longueur. Vous voyez maintenant, prof. Ok, d'accord. Donc, ça, il a fait ceci pour. Pardon, monsieur. Ah, c'est pas, c'est juste, il y a juste à appeler le data frame, c'est là. Donc, c'est le data frame qu'on a créé ici, là, que j'ai appelé à ce niveau. Fonction pivot longueur.
C'est bon chez tout le monde. C'est bon chez tout le monde. Ok. On va essayer de voir vraiment ce qui s'est passé. Donc, on crée un chain et on appelle juste le corps long tout simplement. Est-ce que c'est bon chez tout le monde?
Donc, nous allons, est-ce que vous avez mis VA2 ici là entre les doubles codes? Est-ce que vous avez mis la virgule ici? Non, avant VA2, juste après le VA là. Regardez s'il y a la virgule. Il y a la virgule, ça fait quelque chose. Ok. Donc, ce qui se passe à ce niveau, c'est que ici, on se rend compte que les corrélations étaient un peu désordonnées à ce niveau. Les corrélations étaient un peu désordonnées à ce niveau. Donc, on cherche maintenant à faire comment? Dans la méthode pivot longueur, à ce niveau-ci, là, c'est ça qui nous a aidé maintenant à faire quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de représenter directement tout comme ceci, là, prendre une variable, représenter tout, ce qui se passe à ce niveau-ci, là, c'est que on fait juste, je veux dire quoi, on cherche plutôt à calculer la corrélation directement entre, on prend une seule variable et on la représente avec l'ensemble des autres variables et on donne la corrélation une fois à côté. Donc, ce qui se passe par exemple ici, quand on prend par exemple household size, par exemple, on voit que notre premier va ici là où on a fait la méthode quoi, on a fait la méthode row name to colonne de va ici là. Donc, on a mis col égale à va. Donc, ça, c'est le col qui est égal à quoi? Qui est égal à va. Et maintenant, ici à côté, on a quoi? On a names to. Dans le names to, c'est ça qui correspond à va2. Et voici notre names to. Donc, on prend une colonne. On a pris le nom de la colonne à ce niveau-ci là, le nom de la colonne qui était là, par exemple. On a fait un row name to column, donc un row name to column qui va permettre de transformer cela en ligne. Donc, ça transforme le nom là directement en ligne, tout simplement, en gardant juste le nom de la variable et en donnant directement les différentes corrélations de l'autre côté. Donc, c'est pour cette raison qu'on voit directement ici quoi. On voit quoi? La variable qui est le var qu'on a demandé, que ce soit sur la, au niveau de la colonne. Là où on a mis col, c'est égal à moins var. Donc, c'est ça qui est censé se présenter là. Et on a mis names to, le nom de la variable, le nom des différentes variables, c'est ça ici. Donc, on prend une variable, on calcule la corrélation avec l'ensemble des autres variables et voici ça. Donc, on voit que ceci, par rapport à ceci, voici sa corrélation, ainsi de suite. Sauf que, en pratique, lorsqu'on fait quelque chose comme ceci là, c'est difficile à lire du début jusqu'à la fin parce que ça va prendre énormément de temps. Et quand c'est comme cela, la meilleure des façons de faire, c'est d'utiliser maintenant Ggplot2 pour pouvoir mieux représenter ça sur un graphique. Donc, à travers ce graphique-là, on pourra directement lire que ceci est fortement corrélé, ceci est moins corrélé par rapport à ceci et par rapport à ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Si c'est bon, ce qu'on va montrer comment réaliser le, la matrice, la heatmap de corrélation maintenant. Donc, la prochaine étape, c'est réalisation de la heatmap de corrélation. Bon, on crée le chunk contrôle alt I tout simplement. Quand on crée le chunk, on met juste notre ggplot tout simplement à l'intérieur de ggplot. On a le truc qu'on vient de créer ici là qui se nomme Gorlon, tout simplement notre data frame. On le pose là, tout simplement.
met la virgule, on met AES. Mais AES, on a quoi? Mais X est égal à quoi? Va, tout simplement. Va, tout simplement. Y est égal à quoi? Y est égal à ici. Ici, on a nommé name to. C'est notre va de le name to. Va, tout simplement. Va 2. Et à côté de ça, on veut quoi? La corrélation. Égale corrélation, tout simplement. Là, une seule. Donc maintenant, pour réaliser cela, on va utiliser le geometile. Le geometile, qui est une fonction de petit type qui permet de réaliser directement cela. Couleur égale à, on va mettre quelle couleur? Bon, supposons par exemple le blanc, le bleu, le noir, le rouge. On peut un peu le bleu, supposons. C'est en anglais. Le bleu. Tout simplement. Maintenant, le scale, c'est le scale photographique gradient. Scale gradient. Scale. Gradient. Ces fonctions apparaissent non. Voilà ça, pourtant, ce qu'elle fait gradient 2. Ah, cette histoire d'autocomplétion, cela se dérange. Oui. Égal à, je vais mettre quelques green par exemple. Je vais mettre ici mi égal à, je vais mettre par exemple le vert, c'est la couleur du milieu. Et viens là, je mets par exemple, lorsque c'est par exemple trop élevé, lorsque la population est par exemple trop élevée, supposons, je vais mettre par exemple quelle couleur? Parce que si je mets le blanc ici, ça va déranger avec ceci. Je vais mettre plutôt le rouge ici. Je vais mettre le blanc ici pour vérifier. Parce que si je mets le rouge là, ça va déranger. Je mets le premier point. Ça, c'est mieux de mettre ça. Moi, j'aime souvent ça. On va maintenant le titre. Title. Et j'appelle ça quoi? De corrélation. C'est encore là. Ok. De corrélation. Ici, je mets X. La position de X. Donc ici, c'est
mon thème tout simplement. Et là, j'essaie de l'exécuter. Thème, je mets quel thème. J'ai mis le ici. Ok, j'essaie un peu de le laisser. Et voir ce que ça va devenir. C'est bizarre. Même si ça ne me plaît pas bien. Ok, voilà le code pour réaliser la heatmap de corrélation. Donc, à ce niveau-ci, là, c'est notre data frame qu'on a créé ici en haut qui permettait directement de représenter notre matrice de corrélation comme ceci. Et à ce niveau, on a juste utilisé l'esthétique où on a notre X qu'on a défini ici en haut qui est égal à quoi? Qui est égal à call, ce qu'on a appelé var tout simplement. Et notre Y qui est égal à quoi? Names tout simplement. Donc, voici ça ici. Voici ça. On a notre X ici qui est égal à ceci. On a notre Y ici. On a juste fil, on a mis corrélation devant. Pas très grave. À ce niveau-ci, on a geometry. Geometry, c'est ça qui permet de réaliser ceci là. C'est le geometry qui permet de réaliser ceci comme ceci. Donc, c'est le geometry qui permet de réaliser cette interface de la matrice de corrélation ici. Donc, on a mis la couleur, par exemple, en bleu. Donc, on pouvait modifier à notre guise. Donc, comme on pouvait venir, par exemple, ici, on met peut-être cette couleur-là même en n'importe. On pouvait choisir la couleur qui nous intéresse. On pouvait mettre du noir, du blanc, du rouge. Bon, si on va avec le blanc, pourquoi ne même pas mettre le noir? Donc, on met par exemple le blanc. On essaye de voir ce que ça va nous donner au fur et à mesure. Donc, quand on met ça, on exécute. On voit ce que ça va nous donner au fur et à mesure qu'on va travailler. Donc, on manie ces couleurs-là à notre guise. Donc, c'est à tout un chacun de voir maintenant comment est-ce qu'il pourra comment est-ce qu'il pourra manier ces différentes couleurs-là. Donc, ici, là, on a Scale Fill Gradient 2 qui permet d'ajouter, par exemple, on voit ici, là, le lot. Donc, quand la couleur est faible, ça se représente comme ceci, là, en green, c'est-à-dire en vert. On voit ici, par exemple, quand c'est au milieu, ça se représente en white. Donc, voilà les white, il y a les white parmi. Quand c'est quand la corrélation est forte, ça représente maintenant cela en rouge. Donc, au fur et à mesure, donc, ça commence là, voilà l'échelle de corrélation au fur et à mesure. Donc, quand c'est trop faible, c'est cette couleur. Au fur et à mesure, on ne fait que augmenter la couleur. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de réaliser en utilisant cela. Et c'est bon chez tout le monde. Okay. Ok, le code a déjà été envoyé. Bon, en attendant que vous mettez, bon, moi j'essaye de personnaliser à ma façon. Si je change par exemple, ici, même minimal. C'est que ça va me donner quelque chose comme ça. Si je viens par exemple ici, je change par exemple ça. Je mets le tag view par exemple.
ça donne chacun de mettre la couleur qui est intéressante en fait. Si c'est bon, on peut continuer. C'est bon chez tout le monde. C'est bon chez tout le monde. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? S'il vous plaît, répondez pour qu'on puisse évoluer. Ok. Quand on voit un graphique, par exemple, de la sorte, on voit quoi ici en bas? On voit que c'est les... Bon, je vais agrandir le graphique pour qu'on voit un peu mieux. Quand on voit un graphique de la sorte, on voit que ce n'est pas bien représenté ici en bas. Donc, là, on ne peut pas exploiter cette information s'il a vu que c'est très mal représenté là en bas. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de changer. Si, voir par exemple s'il faut ramener cela à 90 degrés, à 60 degrés, à 180 degrés, à 360 degrés. Donc là, ça dépend encore de nous. Donc on va chercher maintenant à rendre cela plus lisible et facilement compréhensible de tous. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste copier le même code, sauf qu'on va modifier l'axe des X là. Dans l'axe des X, on va juste modifier ceci pour avoir un graphique vraiment de bonne qualité. Donc, on vient ici, on crée le chunk tout simplement. Quand on a créé le chunk, on copie tout simplement tout ce code ici là qu'on avait mis là. On copie. On vient là, on colle tout simplement. Et quand on a collé cela, on met le thème là. Ici, ça se trouve au niveau de l'axe des X, donc axis, point texte, point X autant pour moi. Je pense que là, c'est les éléments du texte. Raison pour laquelle on va utiliser éléments texte. Éléments texte. Cette histoire c'est bizarre, donc ça m'a rien proposé. On va mettre par exemple angle égal à, supposons, on commence d'abord peut-être à 45 degrés. Là, on va avancer au fur et à mesure, voir ce que ça va nous donner. On met notre adjust. Adjust égal à 1 par exemple. Bon, on peut continuer en modifiant, en ajoutant aussi le truc, en essayant aussi d'améliorer le titre du graphique. Donc, plot.title est égal à élément texte. On a notre adjust qui sera égal à quoi? Il sera égal à 0.5, c'est-à-dire centré. 0.5. On a notre face qui sera égal à quoi? Pour le mettre en gras, par exemple, à Paul. Pourquoi ça ne me propose rien? C'est parce que j'ai pas mis un trou. Ok. On va laisser d'abord comme ça, là, pour ce que ça va nous donner. Ok.
45 degrés. Voilà ce que ça nous donne. C'est bon chez tout le monde. Bon, j'ai pas encore fini avec le code. J'étais juste en train d'expliquer quelque chose à ce niveau. Je veux juste qu'on essaye de voir. C'était pour vous montrer que lorsqu'on a plusieurs variables, par exemple, à ce niveau sur un jeu de données, on peut mieux arranger cela pour que cela soit le plus lisible. Donc là, c'était touffu à ce niveau. On a essayé de ramener l'angle qui se trouvait à ce niveau à 45 degrés. Donc quand on ramène à 45 degrés, on voit que c'est lisible. On pouvait aussi ramener cela aussi à 90 degrés pour que cela soit représenté directement à ce niveau. Donc pour que chaque élément soit représenté directement au niveau de sa barre. De même, comme on peut laisser comme ceci, c'est bien visible. Donc ça, c'est à peu près quelques raccourcis qu'on utilise lorsqu'on travaille, par exemple, sur R. La fonction axis.test et plt.title. Cela, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va essayer de ramener ceci un peu à 90. On voit le résultat que ça va nous donner, par exemple. Donc, voilà par exemple, voilà encore cela d'une autre façon également. Donc, on est quitté de quelque chose qui était tout flou. On a représenté maintenant comme ceci. Donc, il y a plusieurs façons de représenter. Donc, là, ça dépend de tout un chacun. Donc, on peut ramener à 60, on peut ramener à 45, on peut ramener à 180, on peut ramener jusqu'à 360. Donc, là, ça dépend de tout un chacun. Est-ce que vous avez mis la virgule ici là? Qu'est-ce qu'on a dit dans la console? Regardez bien mon écran. Est-ce que vous avez mis la virgule ici? Depuis le premier graphique. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, quel est le message qui s'affiche au niveau de la console? Ah, et vous pouvez partager votre écran. Tu n'es pas bien. Tu dis qu'il est prendre le cœur pour faire une écran. Viens arrêter le micro. Oui, mais la cantine d'enregistrer, ça, c'est aussi sur YouTube. Tu l'enregistres bien fait ce que tu fais. Pour le montage, c'est le montage que je vais monter. Le Kobakin, quand c'est enregistré. Ouais. Il n'est pas plus parti, non. Bon, laissez un peu. Problem while computing aesthetic error occur in the first layer caused by error object corrélation introuvable. Remonte. Oui, je vois votre écran. Remontez juste un peu. Remontez, remontez. Patientez. Non, remontez, remontez. Oui, je disais tantôt que remontez, remontez un peu au niveau de la formule. Euh, ok. Effacez un peu le S au premier corrélation, la voix. Là où votre curseur se trouve. Ok, relancez.
aesthetic and not valid data column. The following aesthetic are invalid. X égale à 20. Ah, remonter un peu, voir. Remonter. Mais X, normalement, c'est 20 d'après ce qu'on a fait en haut. X égale, normalement, c'est 20. Y, c'est 22. Remonter encore un peu. Remonter. Patienter. Non, redescendez. Oui, à ce niveau, patienter un peu. Non, là où il y a colle, là où il y a colle, regardez bien là où il y a colle. À ce niveau-ci. Colle, oui. À côté là où vous avez mis, va enlever les guillemets là. Oui, enlevez un peu les guillemets là. Parce que je ne sais pas ce que j'ai envoyé. Non, enlevez les guillemets. Il n'y avait pas de guillemets là. Mettez plutôt le tiret de 6 là-bas. Tiret de 6. Oui, juste après, colle égale, tiret de 6 va. Ok, réexécutez maintenant. Ok, relancez encore le col égal à long là en bas. Ok, relancez. Ok, redescendez maintenant. Relancez ceci. Ok, ça a marché. D'accord, je vous en prie. Ok, vous pouvez arrêter le partage de votre écran. Ok, c'est bon chez tout le monde. D'accord, je partage mon écran. C'est déjà fait. S'il vous plaît, essayez un peu de nous dépêcher. Bientôt, ma machine va s'éteindre. Non, c'est pas ça. Non. Ça fait 3 mois qu'il ne pas le Ok. Bon, ce qui se passe à ce niveau, c'est que à ce niveau-ci, une fois qu'on a réalisé notre matrice de corrélation comme ceci, la matrice de corrélation est censée montrer la corrélation, pas juste les couleurs. Quand c'est les couleurs là, bon, ça ne montre pas vraiment la valeur de la corrélation qu'il y a entre deux variables. Est-ce que ces variables sont fortement corrélées? On voit juste là la couleur, mais cette couleur-là ne représente pas la quantité.
pour pouvoir vous déterminer quoi, si c'est fortement corrélé, moyennement corrélé ou pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir à ce niveau, on va chercher à représenter directement l'ensemble des valeurs de la corrélation sur le graphique de la heatmap de corrélation. Donc, on revient là à ce niveau, on copie tout simplement le code. Donc, on copie tout simplement ce code ici. On le colle là. Et on vient là juste après le geom-tin. On ajoute le geom text qui va permettre d'ajouter du texte. Geom text. Tout simplement. Dans geom text, on a le AES qui sera égal à quoi? Le AES du label campement qui sera égal à quoi? Bon, on va arrondir la corrélation là quand même. Bon, si on arrondit ça même à round par exemple, il fait par exemple corrélation que l'on souhaite calculer. Corrélation tout simplement. Bon, on met ça comme un chiffre après la virgule. Supposons, mettons même 2 chiffres après la virgule. Après, on va mettre quoi par exemple? On va mettre par exemple le size qui est égal à peut-être, disons, 2 ou bien 3. Bon, mettons 3. Et on exécute pour un peu si ça va donner. Ah, j'étais sûr. Ah oui, je sais ce qui s'est passé. Quel est ce erreur d'amateur que j'ai fait comme ceci? Ok, là ça marche. À 2 chiffres. Un chiffre. C'est bon chez tout le monde. Donc, on copie. On a juste copié tout ce qu'on avait à faire là. On est venu à ce niveau. On a ajouté juste cette ligne de code ici là. C'est juste la ligne de code ici là qu'on a ajouté. Si c'est bon, on va continuer. La machine a reconnu pour ça. 104%. Ok. Donc, voilà ce qu'on vient de réaliser. Vous cliquez juste ici.
Donc, voici la matrice de corrélation qu'on vient de réaliser. Donc, on voit là qu'il y a des corrélations un peu fortes, des corrélations faibles, des corrélations qui sont presque moyennes. Donc, voilà, par exemple, des corrélations qui sont fortes ici, ici. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de réaliser. Ça, c'est comme ceci qu'on réalise la matrice de corrélation en R en utilisant ggplot, de même comme il y a d'autres packages qu'on peut utiliser pour pouvoir réaliser, par exemple, cette matrice de corrélation-ci là. À côté de la matrice de corrélation, on peut réaliser ce qu'on appelle par exemple des cluster maps pour pouvoir montrer par exemple les variables qui se ressemblent le plus par rapport à d'autres variables. Nous n'allons pas parler de ça. Nous allons maintenant parler de la dernière catégorie de variables que nous avons sélectionnée pour cette formation qui est le nuage de points. Donc, nous allons maintenant parler de la réalisation d'un nuage de points. Donc, le nuage de points, nous tous on sait bien que le nuage de points, c'est pour montrer si on réalise beaucoup plus cela lorsque on a en face de nous deux variables euh, quantitatives. Donc, on va essayer de représenter un nuage de points en choisissant au hasard deux variables de nature quantitative pour pouvoir le faire. Donc, on vient là, on crée notre chunk, tout simplement. On appelle notre ggplot. On va choisir deux variables. Bon, on peut prendre quoi là? ANS, ANC, visite, par exemple. Ça représente notre X ici. X. Y est égal à quoi? On va choisir comme quoi Y ici là. On va choisir on va choisir par exemple quoi? Le Path Facility Distance par. Bon, on va choisir même IMC. Là, c'est juste pour montrer. IMC par exemple. On vient là tout simplement, on met notre. On fait un germe. Point tout simplement. Je sais pas ce que ça va me donner. Je n'ai pas dit. T'es sûr que ça ne devait me donner de quoi?
supposons PVH, CD, score, par exemple. Ça, c'est juste pour expliquer, hein. C'est bon chez tout le monde. Bon, là, on a juste choisi deux variables quantitatives pour essayer de réaliser. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va. Là, c'est qu'on débute avec le graphique. On va essayer d'améliorer le graphique au fur et à mesure. Donc là, c'est un nuage de points qu'on a réalisé, tout simplement. Mais on va essayer d'améliorer cela au fur et à mesure. Ok. C'est que ma machine est à 31%. C'est que ça peut encore faire 30 minutes. C'est ça que les activités de l'humain. La machine à 8%. Et j'ai utilisé mon stock et ma prévision. De force pouvoir ça peut évoluer. Tout à l'heure, ça brillait, j'ai cliqué sur ça, mais ça ne fait rien faire. Donc, ça brille. Ok. Ça veut dire qu'on va continuer. Donc, on va juste copier le même code ici. Donc, vous copiez juste le même code. En 2023, Donc, vous copiez juste le même code. Vous collez là. On va essayer d'améliorer, voir maintenant comment est-ce qu'on peut travailler lorsqu'on a beaucoup de points, par exemple. On va utiliser le paramètre alpha qui sera par exemple égal à, supposons, mettons 0,6 par exemple. On va augmenter par exemple la taille du point. La taille du point par exemple de, supposons, 2. Bon, disons quelque chose comme ça. Et bon, n'importe qui peut mettre. Quand même mettre le thème ici. Donc voilà ça. C'est bon chez tout le monde. Ok. Si c'est bon chez tout le monde, c'est que on va continuer avec notre graphique. On copie tout simplement le code ici. On vient à ce niveau. On crée un chunk, on met là. On va voir comment est-ce qu'on peut ajouter maintenant la droite de régression. On fait juste un contrôle V. Simplement une fois qu'on a réfléchi, il y a la fonction geom smooth. Geom smooth. Dans geom smooth, il y a quoi? Mapping. Il y a stat égal à smooth. Il y a ok, méthode. Méthode égale à lm. Du linéaire modem. SE égale à true. Du intervalle de conscience, tout simplement. Et là, on valide.
C'est que je ne connais plus la montagne de partie rôler. Ici, on nous a donné ça. Oh, la couleur n'est pas Là, mauvaise. ça m'a fait ici. Là, ça m'a fait ici. Laisse ici. C'est bien ça peut-être un peu. C'est comme des choses au fur et à mesure. C'est comme premier fan d'accord. C'est bon chez tout le monde. Oui, LM pour linéaire modèle. La régression linéaire. Ok. Vous obtenez le même résultat chez vous, hein? Ok. Donc ça, c'est la courbe de la... Ça, c'est à peu près comme ceci qu'on trace euh, un nuage de points en représentant beaucoup plus une droite de régression dessus. Donc, c'est comme ceci qu'on représente cela. Quand on essaye de voir à l'intérieur ici, là, quand vous voyez le vide ici, là, donc le petit endroit ici qui est un peu sombre à l'intérieur, là, c'est l'intervalle de confiance comme ça, à ce niveau-ci. On voit bien aussi que quoi? Que la taille des points ici, là, a un peu augmenté et les points sont devenus transparents comparativement au premier point qu'on avait ici, là. On voit que les points sont bien noirs ici. Or, à ce niveau-ci, là, les points-ci là sont un peu transparents. Cela est dû au paramètre alpha. À côté de ça, on voit que la taille des points ici est très petite, tandis que de ce côté-ci, là, c'est un peu plus grand. Cela est dû au paramètre size. Donc, le size, là, vient pour augmenter, pour agrandir quoi, la taille des points. Et le alpha, là, est là pour la transparence. À ce niveau-ci, là, le alpha est égal à 1. Donc, par défaut, quand on ne met rien, ça veut dire que le alpha est égal à 1. Au fur et à mesure qu'on se rapproche vers 0, ça devient encore de plus en plus transparent. Donc, avec ces paramètres-là que nous avons joué, et nous avons utilisé la fonction LM ici. Là. Donc, quand on fait geom smooth de méthode égale à LM, c'est le LM ici là qui permet d'avoir notre droite de régression ici là. Donc, c'est le LM qui permet d'avoir notre droite de régression. Et le SE égale à true si nous permet d'avoir notre intervalle de confiance qui est juste ceci. Voici notre intervalle de confiance ici. Donc, l'endroit c'est là. Là où la droite passe, l'endroit c'est comme ceci. Notre intervalle de confiance comme ceci. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est que hier, on a travaillé sur les graphiques. Je veux juste montrer cela pour... Bon, je vais juste parler de cela de manière très brève. On va parler de l'interactivité entre les graphiques, par exemple. Donc, on va faire juste une petite introduction d'un package
qu'on utilise le plus lorsqu'on veut travailler lorsqu'on veut réaliser des graphiques beaucoup plus interactifs. Donc, ce paquet s'appelle le Plotly. Et on a la combinaison et on a la possibilité autant pour moi de combiner Plotly avec ggplot2 pour avoir vraiment des graphiques de très bonne qualité. Donc, ce qui va se passer, c'est que quoi? Ce qui va se passer, c'est que nous allons d'abord installer Plotly. Donc, on vient là, on crée un chunk, on fait quoi? Install one package, on fait plot. On fait Plotly tout simplement. Et là, on exécute. On va faire combien? 25%. On a encore fait l'enregistrement. C'est bon, ça aussi. J'ai lancé, je n'ai pas encore arrêté. Ok. On va faire à 25%. Avant là, j'arrête d'abord. Mais que je n'ai pas fait la même chose que moi. Je vais plus qu'attaque. Je vais niveau. Ok, le package a été installé. Ah, ça pèse. Ça, c'est un package. Il faut d'abord maîtriser ggplot avant de faire ça. C'est pas mal. Mais c'est un peu sûr à ajouter quelque chose sur le truc qui est ajouté. Ok, le package a été téléchargé et installé. Donc, on va le charger maintenant. Donc, library. Donc, on vient là. Library. On fait quoi? Plotly. L'objet suivant est masqué depuis package de point graphique. L'objet suivant est masqué depuis package ggplot2. Attachement du package Plotly. Ok, c'est bon. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer au niveau du boxplot qu'on a réalisé hier. Donc, on remonte là en haut, au niveau du boxplot, par exemple, qu'on a réalisé hier, dans ce niveau. Donc, on revient à ce niveau. Par exemple, on va venir là. On va peut-être donner un nom, par exemple, supposons D. On va faire comme ceci. Ok. Le graphique ne s'affiche pas, c'est pas grave, c'est comme ceci que ça c'est censé être. Ok. Le graphique ne s'affiche pas. Je viens là, je vais juste dire tout simplement. Le graphique va s'afficher. Ok. Ça, c'est ce qu'on. Est-ce que nous sommes au même niveau? Ok. Donc, si on a fait ça, c'est juste ce qu'on va faire maintenant, c'est pour vous montrer à peu près comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un graphique soit un peu interactif lorsqu'on clique par exemple dessus. Donc, quand on a fait ceci, on redescend là en bas, au niveau de la fin là. On appelle juste quoi? On appelle juste GG, Plotly par exemple. C'est ça en bas. On appelle notre D tout simplement. J'espère que ça va marcher. Ça marche. Ça va marquer la fin. La fin, c'est toi que j'attends. Somme un graphique percutant. Si YouTube, là, c'est quoi la guerre? Les commentaires que tu fais. Oh, ça a marché. C'est quelque chose d'intéressant. C'est bon chez tout le monde. Vous avez beaucoup.
Quand j'ai installé Plotly, bon, patientez un peu, j'arrête d'abord l'enregistrement. Ma machine va bientôt s'éteindre.